Bonjour, vous! Juillet 2015, vous avez l'air nombreux à vous intéresser. Pourquoi je parle comme ça, moi? Donc je disais, vous avez l'air nombreux à vous intéresser aux maladies et plus particulièrement aux troubles psychologiques. Et à vrai dire, ça m'intéresse pas mal aussi. Même si nous sommes concrètement de gros sadiques pour nous intéresser à cela, c'est fascinant de voir comment Mère Nature peut s'amuser avec notre esprit. Et du coup, c'est la seule qui en ait le droit. Nous, on se moquera pas, car c'est mal. Si, je t'assure, des gens souffrent. Rien que d'appeler ça un top, c'est borderline, car putain, y a rien de top. Genre, ouais, c'est trop cool, j'ai le meilleur tool, mais putain, le topinambour, t'es con ou quoi? I wanna be the very best, like no one ever was. Allez, au passage. Oh là, le plagiat top 10. Voilà, je l'ai fait pour vous, donc vous pouvez vous en dispenser dans les commentaires. De rien, c'est gratuit, je vous fais gagner du temps. Bref, malgré la formulation un peu spéciale, nous allons aujourd'hui nous intéresser à un top 5 des syndromes psychiatriques les plus étranges. Numéro 5, le syndrome de Capgras. Plus communément appelé le délire d'illusion de sosie de Capgras, ce trouble psychiatrique est très étrange. À vrai dire, j'ai du mal à me le représenter et à imaginer ce que ça doit faire et vous allez comprendre pourquoi. Because you're stupid. En effet, la personne atteinte de ce trouble semble croire que tous ses proches, qu'il semble tout à fait reconnaître, sont remplacés par des sosies totalement identiques physiquement. Il reconnaît donc les personnes mais ne reconnaît pas leur identité. En regardant son proche, le patient dira tout simplement reconnaître la personne, mais que ce n'est pas elle mais juste un double. Ce syndrome, détaillé en 1923 par Joseph Capgras, est souvent le fruit d'une bipolarité, d'une dépression, d'une schizophrénie ou de lésions cérébrales. Et les réactions des patients vers leurs proches peuvent être... assez violentes on peut dire. Hello, motherfucker. Tout cela est entraîné par des hallucinations supposées visuelles par ailleurs, car le patient semble tout à fait reconnaître ses proches au téléphone. Il est seulement perturbé quand il voit la personne en face. Attention, blague de merde! Et s'il téléphone à la personne en face de lui, il réagit comment? Merci, je sais que je suis un génie. Ce syndrome serait dû, comme je vous l'ai dit, à une lésion cérébrale et la personne atteinte manquant d'émotion face à un visage connu en déduirait que la personne en question est un imposteur. Et c'est affreux. T'imagines, tu vois une personne que tu aimes, mais tu restes totalement indifférent à elle. Et c'est ignoble. Brrr, ignoble. Numéro 4, le syndrome de la main étrangère. Vous avez sûrement déjà vu des courts-métrages ou des films dans lesquels un type un peu con, pour être poli, perdait le contrôle de sa main et s'amusait à faire des gestes assez... obscènes. Ouais, bon, celui d'une bonne grosse branlette, on a compris. Jesus Christ. Bah sachez que cela existe réellement et que des gens sont vraiment touchés par cela. C'est Kurt Goldstein qui en 1908 décrit pour la première fois ce symptôme, suite à la déclaration d'une patiente qui avait le sentiment que son bras gauche ne lui appartenait plus. Par la suite, d'autres cas se sont manifestés et la description a été élargie. La personne touchée par ce syndrome a la réelle impression que sa main est aliénée et désobéissante, qu'elle en a perdu le contrôle alors qu'elle n'en a pas perdu la sensibilité. Elle lui arrive même parfois que sa main lui désobéisse sans qu'elle n'en ait conscience le moins du monde. Par exemple, elle peut s'amuser à faire des doigts d'honneur aux passants et du moment que la personne atteinte ne voit pas sa main bouger, elle ne se rendra pas compte de ce qui est en train de se passer. T'imagines la situation? Les problèmes que ça peut t'attirer? Et faut pas combiner ça à un syndrome de la tourette, tu te fais descendre sur place sinon. En bref, c'est comme si la main avait une volonté propre et était complètement indépendante de l'individu. On suppose que ce syndrome est généralement dû à une lésion du corps calleux qui relie les deux hémisphères du cerveau, une attaque cérébrale ou encore un cancer qui affecterait les fonctions motrices des membres. Bon, je développerai pas plus car ce serait beaucoup trop long à expliquer et je risquerais de faire beaucoup d'erreurs. Je vous invite donc, comme d'habitude, à vous renseigner par vous-même en allant voir les sources dans la description. Bon, pour finir, ce n'est absolument pas prouvé, mais certains disent que les gestes, quant à eux, seraient le symbole de ce que la personne voudrait dans son fort intérieur, mais que son inhibition et sa conscience morale interdit. En gros, si tu veux faire un fuck à ton patron, tu le fais pas. Normal, tu te retiens. Mais la main, elle le fera. Numéro 3, l'apotemnophilie. Alors lui il est gore mais pas le gore. Oh là là je me suis taillé la main. Non là c'est du gore mental et physique mais genre bien. Style saut. Hein? Tu vas fermer ta grosse gueule de merde! Bon plus exactement c'est un trouble neurologique dans lequel une personne veut souvent amputer un ou plusieurs de ses membres encore fonctionnels. Et maintenant nous nous demandons pourquoi? Non car ça semble complètement con on est d'accord. Eh bien à vrai dire on sait pas. La personne a juste envie de se faire amputer le membre car il ne semble pas lui convenir. On pense que cela est dû à un trouble identitaire relatif à l'identité corporelle, que la personne n'arrive pas à déterminer qui elle est et qu'elle veut corriger une anomalie anatomique pour pouvoir se retrouver, voire même se trouver pour certains cas. Voilà. Plus sérieusement, oui, car nous devons être sérieux avant que ça passe la moquerie, car c'est vraiment pas drôle. L'apotemnophilie est souvent associée à des anormalités du cortex préfrontal, bien que le plus souvent, c'est l'histoire et le vécu de la personne qui semble y jouer la plus grande importance. En gros, on ne sait pratiquement rien non plus de l'origine du trouble, et tout semble assez hypothétique. Et ça, c'est assez glauque, car le pire dans l'histoire, c'est qu'une personne ne pouvant se faire amputer par un chirurgien finira par s'amputer elle-même et en ressortir satisfaite. Et ça, c'est grave flippant. Numéro 2, le syndrome de Lima.
Bon, celui-là ne fait souffrir personne, au contraire, il ferait presque du bien. Du coup, c'est plus pour l'anecdote parce qu'il est rigolo ce syndrome. C'est l'exact opposé du syndrome de Stockholm. C'est les preneurs d'otages qui se prennent d'amitié, voire de fraternité pour leurs otages. C'est beau quand même. Relâchez les otages! Ok, on les aime bien. Bon, n'oubliez pas que cela implique quand même que les preneurs d'otages finissent en tôle après, hein. Donc c'est pas de la culpabilité, c'est un véritable attachement. Car ils sont prêts à aller en tôle et oublier temporairement leur idéologie pour des inconnus qu'ils devaient tuer. Ah bah ouais, c'est chaud. Ce syndrome s'est fait connaître lors d'un enlèvement en 1996 dans lequel l'ambassadeur japonais, entre autres à Lima au Pérou, s'est fait enlever. Hein, t'es pas idiot, t'as compris le contexte de la phrase. Fucking genius! Les preneurs d'otages relâchèrent alors régulièrement des otages au fil des jours et ne purent tuer les otages comme ils le devaient en cas d'attaque. Et tout cela à cause de la sympathie que leur inspiraient les otages. Numéro 1, le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles. Il est vraiment embêtant ce syndrome comme vous pouvez l'imaginer. Non, c'est pas vrai! Car la personne atteinte a son sens du toucher altéré et des grosses hallucinations. Les personnes souffrant de ce syndrome subissent entre autres les effets de la micropsie et de la macropsie. En gros, ils peuvent halluciner, voir les choses plus grandes ou plus petites qu'elles ne le sont, ou se sentir plus petits ou plus grands qu'ils ne le sont. Ils ressentent donc les choses telles qu'ils les voient, et c'est plutôt, perturbant. Imaginez par exemple une peluche devenir un ours ou une personne devenir un Playmobil. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour interagir avec le monde, je pense. Et bon, vu que tout le monde l'attend, oh là là, c'est bien, comme ça t'as l'impression d'avoir un gros vivi. Voilà, maintenant vous êtes content, on peut continuer. Ce syndrome modifie donc la perception de l'espace et de soi-même et tire son nom de l'œuvre de Lewis Carroll. Il a été décrit pour la première fois par ailleurs par John Todd en 1955 et c'est pourquoi le syndrome se nomme aussi le syndrome de Todd. Il est souvent lié à des migraines, qu'avait également Lewis Carroll pour l'anecdote. Certains supposent même qu'il s'est inspiré de ces épisodes migraineux pour écrire certains passages de son livre. Ou à la prise de drogue dure, et les enfants semblent plus sensibles à ce syndrome. Enfin, pas suite à la prise de drogue dure, hein. En tout cas, en voyant ce genre de troubles mentaux, nous pouvons vite comprendre que notre cerveau est un outil fantastique, mais également très fragile, et que nous pouvons le comprendre à nos dépens. Voilà, la vidéo est finie, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et également à partager, c'est le plus important. Sur ce, moi je vous dis au revoir mes cochons. et je vous remercie énormément de me suivre encore et toujours.